cimetière à Saint-Eustache, on l'a récupérée après ou elle Ah est non, restée... non, alors parce que le cimetière de Saint-Eustache n'existe plus. Alors, elle était toujours là ou elle est repartie Donc, chez à elle? vrai dire, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, Hmm. mais je pense que quand les grands travaux ont commencé et qu'on a rasé le cimetière Saint-Eustache, c'était bien longtemps après sa mort, et je ne sais pas si à l'époque, quelqu'un s'est préoccupé de récupérer les restes de la maman de Mozart. J'en doute. Vous allez nous rappeler ce que c'est que ce fameux cas qui précède le numéro de toutes les œuvres de Mozart. Ah oui, alors ça, Parce c'est que très, ça, très important. C'est très important parce que dans mon livre, j'ai voulu, je trouve très important que les gens puissent, que les lecteurs puissent écouter la musique en même temps qu'on en parle, parce que c'est bien d'en parler, mais il y a un moment donné, il faut écouter. Et donc, il y a un moyen très simple de faire ça aujourd'hui, c'est toute la magie de notre époque. Il suffit de prendre son smartphone ou son ordinateur ou sa tablette et d'aller dans un moteur de recherche, n'importe lequel, que ce soit Safari ou Google, et vous tapez K plus 3 numéros et vous tombez sur un morceau de Mozart. Le K, pour vous répondre, c'est l'initiale de Monsieur Köchel. Alors Köchel, c'était un éditeur de musique et c'est lui qui le premier a répertorié, numéroté, pas forcément d'ailleurs dans l'ordre chronologique, hein, mais il a numéroté, il a fait tout le listing des œuvres de Mozart. il n'y Et a que donc, Mozart alors avec un K. pardon. Il y a que Mozart avec un Oui, K. Le donc Köchel, c'est que pour Mozart. Köchel, c'est le catalogue. Alors, il en a fait d'autres, Köchel, des catalogues, mais en l'occurrence, le catalogue Köchel de Mozart, c'est celui qui permet de reconnaître les œuvres de Mozart. Si vous tapez, par exemple, K452, c'est le quatuor pour piano et instrument avant en mi bémol majeur de Mozart. Ça ne peut pas être autre chose. Donc, c'est très facile parce qu'en tapant donc une lettre et 3 chiffres, vous tombez forcément sur une œuvre. Et bien entendu, je donne les numéros de toutes les œuvres que je recommande d'écouter au fil de la lecture. Donc les opus, ils sont arrivés après. Alors, les opus, c'est autre chose. C'est des versions différentes. C'est un peu compliqué, ça. Euh, Retenez simplement que ce moyen-là est le plus simple pour trouver immédiatement, dans le délai le plus bref, un morceau choisi de Mozart. Oui, sinon après, faut taper tout un tas Oui, de... parce qu'après, il y a des versions, il y a des interprétations différentes, etc. Par exemple, le K5, d'ailleurs, je crois que je l'ai là, on pourrait l'écouter, c'est très intéressant. C'est le premier morceau composé par Mozart. Est-ce que je l'ai là? C'est le quatrième, non? C'est le combien? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Donc le K5 serait son premier morceau. Oui, alors en tout cas, c'est ce que l'on croit, parce qu'il est très difficile de savoir quel est le premier écrit de sa main. On sait qu'il compose avant de savoir lire et écrire, mais en revanche, évidemment, les premiers temps, c'est son père qui note. C'est son père qui écrit. Mais il est probable que dès l'âge de 6 ans, il a commencé par écrire ses partitions lui-même. Et l'un des tout premiers morceaux qu'il ait composé, et qui celui-là a été noté par son père, c'est l'Allegro en Do majeur de 1763. C'est le K5 tout simplement. Oui, K5A pour être précis. Si vous le trouvez sur Internet, c'est formidable. Je crois que je ne l'ai pas apporté avec moi. Alors, je vais vous mettre juste le début. Vous me direz si c'est la bonne chose. Oui. Voilà. Donc, Oui, bah c'est ça. Alors, on reconnaît quand même que pour un enfant de... Ça, c'est 1763, donc il a 7 ans. Pour un enfant de 7 ans, écrire ça, c'est déjà rapide. pas En mal. plus, c'est rapide. Voilà. Il devait avoir des petites mains. Oui, on reconnaît que la mélodie est assez simpliste, hein, mais il y a de l'idée, il y a de l'harmonie, il y a de la virtuosité déjà. Et Mozart, c'est ça en fait. C'est de l'idée, c'est de l'harmonie parfaite et c'est surtout de la créativité. On n'a jamais entendu autre chose qui ressemble à Mozart. Il a eu beaucoup d'imitateurs par la suite,
mais Mozart se reconnaît tout de suite. Alors, vous disiez qu'il aimait les jeux de toutes sortes, mais il aimait aussi l'escrime et l'équitation, et il vénérait les chiens, les chats, les oiseaux, et possédait même un étourneau auquel il tentait de faire siffler ses mélodies. Ça Oui. devait être impossible. Oui, il aimait bien les bêtes. Il était très, très. Il avait beaucoup de cœur, Mozart. Il était très sensible. On s'étonnerait du contraire. Alors en plus, son père, son impresario, finalement, lui fait connaître aussi toutes les musiques de son temps. Il dissèque les opéras de Gluck à Milan, donc il se promène beaucoup. Il y a une carte. Oui. Vous avez mis une carte de toutes les balades qu'il a Voilà, fait. parce que je trouve ça tellement impressionnant. J'ai fait une carte d'Europe où j'ai indiqué les principales villes où il a voyagé, où il s'est produit, on dirait aujourd'hui. Et alors, ça commence quand même en 1763, au mois de novembre, donc il a à peine 7 ans, il n'a pas 7 ans encore. Et puis, ça continue comme ça jusqu'à la fin de sa vie, 35 ans d'un parcours incroyable. Et comme vous le disiez très justement, sur sa route, et dès l'enfance, il va rencontrer des musiciens qui, pour lui, vont être exemplaires. Alors, Gluck, c'est un drôle de nom d'abord, Gluck. On dirait un lavabo qui se vide, mais en réalité, c'est un grand compositeur, compositeur d'opéra en particulier, allemand, qui est mort en 1787 et qui est un compositeur important dans le monde germanophone. Jean Chrétien Bach, lui, c'est le 11e et dernier fils de Bach. Et il a été très ami avec l'enfant Mozart. Il était un peu plus âgé que lui. Il l'a connu quand il avait 8 ans, Mozart. Et ben, c'est pareil, il a joué, c'était à Londres qu'il l'a rencontré. Et Mozart a arrangé des sonates de Jean Chrétien Bach et il l'a beaucoup aimé. Et puis il y avait enfin le père Martini, très célèbre pour les musiciens, parce que c'était à la fois un claveciniste, un théologien, un philosophe et un maître de la musique. En fait, c'était un moine. Et Mozart l'a rencontré à Bologne. Et comme c'était un grand esprit, eh bien, ça a été l'une des grandes rencontres de Wolfgang. Amadeus, Ouais, l'aimé de Dieu. l'aimé de Dieu. Alors, on en revient un peu à cette clé du temple. On a pu croire jusqu'à s'en persuader, comme le firent plusieurs de ses biographes, que Mozart, mort 2 ans après la prise de la Bastille, fut un chantre enthousiaste des idées pré-révolutionnaires. Mais qu'en est-il en vérité? Non, c'est ce que je dis un peu longuement. On a essayé par tous les moyens, parce que sa musique est vraiment révolutionnaire. Elle est vraiment. Mozart tourne une page, quoi. Il marque son temps, il marque l'histoire des hommes une fois pour toutes. Et donc, on aurait bien aimé, puisqu'il était contemporain de la Révolution française et tout, qu'il soit comme ça. En réalité, non, pas vraiment. Il n'était pas très intéressé par la politique. Il a fait un opéra qui s'appelle Les Noces de Figaro, Oui. dont le sujet était tiré de Beaumarchais, Beaumarchais, qui lui, en revanche, était engagé dans son opéra. Beaumarchais, il avait mis, dans sa pièce de théâtre, il avait mis, lui, des idées révolutionnaires, progressistes, etc. Mais je crois que Mozart, avec son librettiste, a juste récupéré on dirait aujourd'hui le synopsis ou le pitch de Beaumarchais, et il l'a soigneusement édulcoré de tout ce qui pouvait fâcher l'empereur. Donc son objectif n'était pas de prouver des idées politiques à Mozart. Oui, mais il a quand même pris le livret pour en faire quelque chose. Oui. Mais il n'en a pas fait un opéra au service des idées révolutionnaires contenues dans l'œuvre. En revanche, vous parliez de la Marseillaise, enfin de la Révolution. Alors là, il y a un morceau très intéressant qui est le numéro 10, où vous allez voir que Mozart est le père de la Marseillaise. Alors ça, quand je dis ça, je m'aperçois qu'il y a peu de gens qui le savent, et pourtant, c'est tout à fait spectaculaire. Allez, on y va. Mais la thématique, alors je vais vous expliquer d'abord, la thématique principale de la Marseillaise, c'est taran, taran, tan, 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 tan. Ça, c'est Mozart qui l'a inventé. Alors lui, il l'a écrit en mineur, alors que la Marseillaise est en majeur. Et en fait, on trouve cette mélodie-là dans le 25e concerto pour piano. On va donc écouter... Qui date de quelle année? Qui date de 1786. Alors que la Marseillaise est censée... Alors que la Marseillaise, c'est 91. 92. Ou 92 plutôt, oui d'ailleurs. Avril 92, exactement. Et moi, je ne peux pas douter, et beaucoup de musiciens, musicologues disent la même chose, on ne peut pas douter que le monsieur qui a composé la Marseillaise, on croit que c'est Rouget de Lille, mais c'est pas sûr,
Il l'a pas Ah, signé, vous dites qu'il l'a ouais, pas signé, il ne Rouget l'a de pas Vigne. signé. On pense qu'il avait fort bien entendu la jolie mélodie de Mozart. Écoutez plutôt. Ah non, c'est le numéro 10. Vous avez dit la 10. Eh ben, c'est pas. C'est la 10. C'est pas la bonne. Alors vous avez bien remarqué que ce n'est pas du tout la C'est pas du Marseillaise. tout la Marseillaise, mais ça tombe bien parce qu'on va dire ce que c'est que ça. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un concerto pour flûte et harpe. Bah, on va écouter la fin. Absolument magnifique. Voilà, donc même ceux qui n'aiment pas Mozart, qui n'ont pas l'oreille musicale, se sont rendus compte que ça ne ressemble pas Ah à la non. Marseillaise. On va essayer la 9. On va voir. Non, c'est pas ça non plus. Alors, ça serait la 11? Ah bah c'est la 11, oui. Bah, alors, voilà. Ah oui, c'est la dernière plage en fait, mais j'ai dû me tromper dans mes numéros. Alors, attention. Alors là, vous avez fait un montage Oui. entre donc ce concerto. Concerto pour piano en do mineur, donc on a entendu, on a reconnu la marque de Mozart. Et puis ensuite, eh bien, on a entendu la version de la Marseillaise, j'allais dire normale, et puis celle orchestrée par Hector Berlioz à la fin, avec ses chœurs grandiloquents. Et on a entendu aussi au milieu le chant du départ, qui est La République nous appelle, qui est exactement bâti sur la même mélodie aussi. Donc, en tout cas, le tout premier de tout cela, c'est Mozart. Et pour le concerto pour flûte et harpe, ce serait bien qu'on en dise un mot parce que l'histoire est formidable. Vous avez entendu un petit extrait là par erreur, mais c'était bien qu'on l'entende. On est précisément en 1778. Mozart est à Paris, comme nous en parlions tout à l'heure. Et c'est d'ailleurs à Paris qu'il va composer l'essentiel de sa musique pour flûte. Et ce concerto pour flûte et harpe, qui, pour les amateurs de Mozart, est l'une des 5 plus belles pages de toute l'œuvre, il la compose à la demande d'un monsieur qui s'appelle le duc de Guine, qui a pas mal d'argent, qui joue un petit peu de flûte lui-même, mais enfin bon, en amateur, qui a une fille qui s'essaie un petit peu à la harpe. Elle n'est pas terrible, mais enfin, elle joue un peu de harpe. Et ce duc de Guine engage Mozart pour composer un concerto pour flûte et harpe de la part de ce monsieur de Guine, pour que ce noble puisse le jouer avec sa fille. Et au final, le duc de Guine ne va pas payer les leçons que Mozart va donner à la fille et il ne paiera rien pour le concerto. Enfin, il va payer la moitié des leçons et il ne paye pas le concerto. Donc c'est encore un mauvais souvenir pour Mozart. En tout cas, il nous reste à nous le concerto en question qui est l'une des plus belles pages. Concerto pour flûte et harpe à écouter absolument. Le Köchel, c'est 299, c'est facile. Qu'on a écouté tout à l'heure. Oui. Voilà, donc on se promène un peu dans la vie de Mozart. On peut parler de sa mort. Moi, j'ai été très, très surprise parce que vous n'en parlez pas dans votre livre et pour cause. Si vous tapez mort de Mozart sur Internet, vous verrez qu'il y a 140, 140 façons différentes de mourir. Il y a encore des scoops qui sont faits il y a 2 ans où
On ne sait pas de quoi il est mort, parce qu'il est mort très jeune quand Oui, même. Vous oui, avez oui. une idée ou pas? Vous en parlez pas dans votre livre? Non, j'en parle pas parce que moi, j'aime pas mentir, j'aime pas raconter des histoires, et quand on ne sait pas, on ne sait pas. Il y avait 50 raisons, en effet, pour que... 140 sur Oui, bah, Internet. 140, on peut en inventer encore une bonne centaine si on cherche bien, mais en réalité, on ne sait pas parce que euh, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer, mais il y a aussi des facteurs tout à fait hasardeux, un virus, un mauvais rhume, n'importe quoi. Il faut rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas d'antibiotiques, donc très très vite, les choses tournent très mal. Ce qu'on sait, c'est que Mozart était réellement épuisé, puisque cette année 1791, c'est quelque chose d'insensé, la somme de travail de Mozart, toute sa vie. Mais alors cette année-là, il bat tous les records, c'est un rythme infernal. Au mois de juillet, un inconnu frappe à sa porte et lui, on connaît l'histoire, lui commande un requiem. Il faut savoir ce que c'est qu'un requiem, c'est une messe des morts Oui. avec un nombre de pages de partitions à noircir qui donne le vertige. Et au moment où il reçoit cette commande, il est déjà en train de travailler à la flûte enchantée, qui est l'opéra qu'on connaît. Et en plus de ça, il reçoit au mois d'août, c'est-à-dire le mois suivant, la commande de la Clémence de Titus. Donc, en gros, Qui sur doit la... lui rapporter de l'argent, ça, hein, Oui, c'est vrai. c'est alimentaire. Mais en tout cas, avec les injonctions que l'on devine, c'est-à-dire il fallait rendre ça le plus vite possible, il fallait que ce soit prêt à l'heure parce que c'était joué devant le public, il n'y avait pas de solution, on ne pouvait pas dire ah ben, c'est pas tout à fait fini, revenez dans 3 semaines. Donc il y a de quoi être stressé, il y a de quoi être débordé de travail et épuisé. Parce que, Donc il et est mort très rapidement. Comment ça s'est passé? On a une idée de. ben, il n'a pas eu une agonie qui a duré des mois, si vous voulez. Il est tombé malade. Enfin, on sait qu'il commence à s'aliter au début du mois de décembre et que voilà, il va mourir très rapidement, à bout de force. Mais dire C'est-à-dire de quoi, c'est impossible. combien de temps après? En Quelques janvier? jours, Quelques jours? ouais, ouais. Ah oui, c'est fulgurant. Mais bon, Mozart avait l'habitude, même malade, de ne pas se préoccuper de la maladie et de marcher quand même, hein. Mais là, il a été obligé de s'aliter et il en est mort. Alors, on parle de problèmes pulmonaires, on parle du cœur, On parle des reins, on parle voilà, d'empoisonnement, on voilà. parle Mais de tout ce qu'on veut, moi, hein. je ne me risquerai pas parce que j'ai vraiment bien cherché et j'ai préféré dire on a inventé des quantités de choses. Mais ce que je dis surtout, c'est que ce ne sont ni les dettes ni la maladie finalement Qui l'ont qui tué, l'ont c'est tué. le travail. C'est sans doute son travail et... Alors comment se fait-il qu'il était bourré de dettes comme ça alors que c'était le plus grand compositeur Ah oui, mais parce peut-être qu'on du n'est pas, vous siècle? savez, c'était pas Hollywood à l'époque, hein. En général, on était l'employé d'un maître qui était un prince ou un prince archevêque, c'est dans le cas de Mozart, et on était en quelque sorte comme un valet, comme un domestique. On était employé à temps plein avec un solde établi une fois pour toutes. Et puis, ça a été le cas de Jean-Sébastien Bach, par exemple, qui a composé 1200 œuvres, lui, mais en 65 ans, et qui, pareil, a toujours été l'employé de quelqu'un, alors plus ou moins bien payé, mais de toute façon, c'était pas mirobolant. Il n'y avait pas de droit d'auteur. D'ailleurs, la musique, elle était jouée dans le petit cercle où on habitait, quelquefois un peu plus loin si on s'appelait Mozart, mais c'était pas, ça partait pas sur Internet dans le monde entier. Bref, il y avait assez peu de moyens de gagner beaucoup d'argent avec sa musique. Cependant, il fallait se loger, il fallait se nourrir, Et toute sa famille. et toute la famille. Et puis, il fallait aussi être dans des villes où les loyers étaient plus chers qu'à la campagne, parce que... Oh, il était souvent invité quand même quand il voyageait. Il était invité chez les Alors, seigneurs. ça a été vrai surtout quand il était plus jeune, quand il était enfant, où en effet, il était accueilli par des familles nobles, par les rois, par les gens les plus importants de son temps. Mais devenu adulte, ça n'a plus été pareil. Il a été au service du prince archevêque de Salzbourg pendant longtemps, qui le traitait comme un domestique. Et d'ailleurs, il l'a quitté un jour à bout de nerfs, parce qu'il en avait marre de se faire traiter comme ça. Et il a pris le risque d'aller à Vienne, dans les dernières années de sa vie, où ce qu'il a gagné à Vienne, c'est parce qu'il a produit des opéras géniaux qui ont eu du succès public. Et c'est vraiment son mérite artistique qui lui a valu d'être un peu moins dans le besoin. Mais enfin, même à Vienne, il fait des lettres à ses amis Avec pour lui ses amis demander de la... francs-maçons, donc on Oui, va entre arriver autres, sur le oui. côté franc-maçonnerie, puisque c'est à Vienne finalement que ça se passe, Oui, hein. oui, c'est ça.
La loge est à 2 pas de chez lui. Oui, alors il faut dire que c'est très à la mode à ce moment-là. Toute la bonne société parle de franc-maçonnerie. Il est bon de faire partie d'une loge. C'est que pour les bourgeois et les nobles. Surtout, oui, surtout. Mais enfin, il y a quand même on fréquente des gens de conditions plus ou moins hautes quand même. Hein. Il y a à la fois des très grands prélats, il y a des princes, et puis il y a Mozart qui n'est qu'un musicien finalement, même si c'est un musicien aujourd'hui devenu célèbre. Donc, mais en réalité, oui, c'est pas les terrassiers sont rarement francs-maçons à l'époque. Hein. Et pourquoi le fait-il ? Parce qu'on lui fait signe et parce que à Vienne, c'est aussi une porte d'entrée utile pour fréquenter la bonne société, pour se faire connaître. Et puis parce que depuis la petite enfance, vous parliez tout à l'heure de ces rencontres dans l'enfance avec des francs-maçons. Il en a rencontré à Paris, il en a rencontré un peu partout. Et il a entendu parler de cette école philosophique qui est très proche de ce qu'il cherche, c'est-à-dire il cherche le mystère de la vie, finalement. Ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est que vous avez retrouvé l'initiation de Mozart. Enfin, oui. C'était tenu, c'était écrit, ça figure encore dans un musée. Oui, il y a sa convocation, en effet, pour son initiation dans la loge de Vienne, etc. On a retrouvé, mais ça c'est parce que l'organisation, les francs-maçons tiennent à jour des cahiers extrêmement rigoureux où on sait qu'à telle date, même il y a 300 ans, on sait qu'il y a eu une réunion à tel endroit où il y avait un tel, chacun a signé, enfin... Donc, ça permet de retrouver aujourd'hui des... Et pourtant, la franc-maçonnerie, à l'époque, à Vienne, n'avait pas une bonne presse, puisque c'était qui le roi ? C'était Léopold. Oui. Ne voulait plus, avait peur un petit peu de... C'est-à-dire que, en fait, c'est l'empereur Joseph II qui, dans un premier temps, avait montré son soutien aux francs-maçons. Et puis, il y a eu quelques mouvements en Europe qui ont plaidé en défaveur de la maçonnerie. Et par prudence, à partir de 1785, il a commencé à ordonner la fermeture des loges, ou en tout cas leur regroupement, pour pouvoir les surveiller, en fait. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'ordre maçonnique inquiète, pose des questions et diffuse comme ça un parfum de mystère qui génère de la méfiance. Alors, Mozart fait son initiation et quelques temps après, son père fait son initiation. Oui, ça, c'est drôle aussi. Extraordinaire, et dans la loge de Mozart. C'est-à-dire qu'en fait, son père est devenu son frère à l'occasion d'une cérémonie qui a dû certainement être très émouvante. Et quand son père repart, parce que son père est venu de Salzbourg, lui, il habite toujours à Salzbourg, Mozart est à Vienne, et quand son père repart à Salzbourg, eh bien, ils ne se reverront plus jamais. Son père est mort de quoi ? On ne sait pas. On ne sait pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne le sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter Parce que là, je sais plus. Puisqu'on parlait de franc-maçonnerie, on peut écouter un chant maçonnique. Je pense que c'est la plage 6. La plage 6. Mais je commence à douter de moi parce que je m'aperçois que j'ai mal fait mon CD. Si, c'était juste la fin qui n'allait pas. Je suis sûre que c'est la bonne.
Ah, on ne m'entendait plus, pardon. Donc je disais à l'instant que c'est ma faute. Je disais à l'instant que ce qu'on vient d'entendre, c'était un extrait de La Flûte enchantée, le duo de Tamina Pamino, et c'est quand même un opéra maçonnique. Et puis donc, pour revenir à ce que nous disions précédemment sur la franc-maçonnerie, Mozart a écrit beaucoup de pages dites maçonniques, dont des chants masculins, bien sûr, hein, il n'y a que des hommes, et en particulier La Joie des maçons, qui est une cantate maçonnique d'Imar Freud, qui est très connu des musiciens, composée en avril 1785, donc 6 ans avant sa mort. Et vous allez voir, c'est un chant très, très joyeux, comme ça, très, très enlevé. C'est une cantate pour ténor et chœur d'homme, et qui reflète assez bien, enfin, qui veut donner l'écho de la fraternité. Voilà, donc toujours dans la collection L'œuvre au noir de chez Trajectoire, le livre d'Hubert Thébault, Mozart et les trois clés du temple. Nous sommes dans le temple et dans les symboles maçonniques que l'on retrouve dans ces chants. Il y a d'abord le 3. Ah bah oui, tout le monde sait ça, je crois, hein. L'un des symboles, le symbole le plus fort des francs-maçons, c'est le 3. Alors, avec toutes les déclinaisons qu'on peut imaginer, un homme, une femme et un enfant, ça fait 3. La Trinité. Oui, la Trinité, etc. Et Les donc, 3 points. les fameux 3 points, les frères 3 points. Et quand on traduit ça en musique, eh ben, forcément, ça nous donne, par exemple, 3 bémol ou 3 dièses à la clé. Ça donne aussi le rythme ternaire, qui est tatin, que l'on retrouve en termes d'éléments rythmiques dans beaucoup de pages de Mozart. Et je me suis amusé, en effet, dans ce petit livre, à aller chercher un petit peu toutes les traces de cette symbolique maçonnique dans l'œuvre de Mozart. Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a, par exemple, la rythmique, c'est-à-dire l'utilisation des silences, l'utilisation de l'aération ou des syncopes dans sa musique. Là, ça devient un petit peu technique, mais c'est vrai que c'est un... C'est les espaces. Oui, oui, voilà. Et là encore, enfin, un symbole tout à fait classique de la maçonnerie, l'espace et l'ombre, la lumière, la respiration, tout ça. Donc, il est intéressant d'écouter les morceaux qui sont recommandés et de voir comment on peut reconnaître, en effet, dans les pages proposées, les symboles les plus évidents. Le rythme ternaire, noir pointé croche également, enfin, qui donne un certain allaitement, une certaine hésitation à la musique. Tout ça, ça donne toute la panoplie des ruses de Mozart pour mettre de la vie dans sa musique. Vous parlez d'une poussée ascendante aussi, où l'on peut voir le symbole de la montée à l'Orient. Ça s'aperçoit dans la symphonie de Prague ou la symphonie Jupiter, oui. Et le concerto en ré mineur. Oui, voilà, entre autres, oui. Alors, ces grands opéras, Les Noces de Figaro, on a La Clémence de Titus et Don Juan, qui est moins connu. Oui, alors Don Juan, c'est quand même une histoire très ancienne et très... je pense que la légende de départ est assez connue parce qu'elle date de Tirso de Molina, c'est-à-dire du XIIe siècle. Elle a été réutilisée sous plein de formes après, sous forme au théâtre, sous forme de conte, sous forme d'opéra, bien sûr, avec celui de Mozart qui est le plus beau de tous les temps. Et La Clémence de Titus. La Clémence de Titus, qui est aussi un opéra assez initiatique parce qu'il y est question de l'autorité ou plutôt de la non-autorité d'un prince, en l'occurrence. Et le propos de Mozart à cette occasion-là, eh bien, c'est de montrer que, pour faire simple et court, hein, que l'autorité d'un empereur, par exemple, c'est aussi de savoir dire non, c'est aussi de punir les traîtres, c'est aussi par moments d'être un peu plus que quelqu'un qui dit amen à tout ou qui recule à la première difficulté. Et
cet opéra, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une commande du théâtre de Prague. C'est en août 91, donc 4 mois avant sa mort, exactement, ou 5 mois. Et c'était pour le couronnement de Léopold II. Donc il est très motivé, si je puis dire, Mozart. Si on compose pour le président de la République, on est motivé pour faire quelque chose de beau. Il veut faire à la fois quelque chose à la gloire de l'empereur, mais aussi quelque chose qui a plus de profondeur symbolique. Et il y a donc ces messages, les messages de ce que doit être la posture charismatique d'un leader, d'un empereur. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter là? Alors là, on peut écouter quelque chose de magnifique à propos de l'œuvre instrumentale, cette fois, qui est le rondo du concerto pour clarinette. C'est une histoire intéressante. Je pense que c'est la plage 9, mais maintenant je ne suis plus sûr de rien. On était à la 7. Je pense que c'est la plage 9. Et alors, la clarinette mérite qu'on en parle, parce que d'abord, c'est un instrument très nouveau du temps de Mozart. Peut-être il faut rappeler que dans les grandes familles d'instruments de musique, il y a les instruments à vent. Le premier de tous, après le tambour, enfin après la percussion, parce que le premier instrument inventé par l'homme, c'est un tronc d'arbre sur lequel je tape. S'il est un peu creux, ça sonne. Donc, c'est le tout premier instrument, la percussion. Et pourquoi ? Parce que ça reproduit les battements du cœur et que donc on essaie de se mettre en rythmique, en résonance avec ce qui bat dans notre poitrine, tout simplement. C'est pour ça qu'on adore la batterie, qu'on adore le rythme en général. Et puis juste après, ce que découvre l'homme très vite, c'est la flûte. C'est je souffle dans un morceau de bambou, dans un morceau de roseau, et tiens, ça fait de la musique. Puis après, je m'aperçois que si je fais des trous et que je mets mes doigts plus ou moins dessus, ça change la hauteur. Alors donc, la flûte est un des instruments les plus primitifs. Et puis on va compliquer ça avec la mécanique, c'est-à-dire que du temps de Mozart, on a déjà de très très bons orfèvres, horlogers, etc. Donc on sait fabriquer des mécanismes assez fins pour qu'avec des clés que l'on manipule avec les doigts, on bouche ou on débouche des trous sur un morceau de bois percé, tout simplement. Alors la première clarinette, celle pour laquelle compose Mozart, c'est un instrument beaucoup plus rudimentaire que celui qu'on a aujourd'hui, mais c'est un instrument qui a le mérite d'avoir une chaleur, une sonorité très belle, que Mozart adore. Et en plus, il est très ami avec un garçon qui s'appelle Anton Stadler, qui est le meilleur joueur de clarinette de l'époque, ami et franc-maçon aussi, donc frère de Mozart. Et c'est pour lui qu'il va composer, entre autres, le concerto pour clarinette en la majeur, qu'il faut écouter absolument, c'est le K622. Et là, je vous ai apporté un petit extrait du rondo. Alors le rondo, c'est un des mouvements, parce que c'est en plusieurs mouvements de différentes vitesses. Et ce morceau date d'octobre 91. 7 octobre 91, c'est la date officielle. Donc on est 2 mois avant la mort de Mozart. Voilà, le rondo, alors on a remarqué que c'est très rythmé. Oui, c'est très joyeux. C'est joyeux, c'est vif, mais en même temps, Mozart adorait surtout la couleur très chaude. On a bien reconnu la clarinette, on a entendu ce souffle et cette rondeur du bois que Mozart aimait particulièrement comme sonorité. Et il a composé pour ces instruments-là, des instruments à vent, et en particulier la clarinette, et le basson aussi, qui est une autre version un peu plus grave. Il a composé énormément de très belles pages. Il était passionné par ça. Il jouait du clavecin, mais de quoi il jouait aussi, Mozart ? Il jouait essentiellement du clavier, parce que c'était son instrument d'apprentissage. Il a commencé au clavecin. D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler qu'il
Il y avait déjà des pianos au moment où naît Mozart, puisque le piano a été inventé en 1720. Mais ce n'était pas l'instrument de famille le plus répandu, c'était le clavecin. Alors la différence entre le clavecin et le piano, c'est peut-être intéressant de le dire au passage, c'est que dans le clavecin, quand vous appuyez sur une touche, il y a un bec qui fait sonner une corde, une fois pour toutes. C'est un petit peu comme si, avec votre ongle, vous pincez une corde de guitare. Alors que le piano, c'est un instrument à cordes frappées, donc c'est un mécanisme plus compliqué, où quand on appuie sur une touche, selon qu'on appuie fort ou pas fort, le son est fort ou pas fort. Ça permet de mettre une expressivité qui était interdite au clavecin. Donc Mozart était essentiellement claveciniste et un homme de clavier. Alors il jouait de tout ce qu'il y a des claviers, de l'orgue, de l'épinette, du piano bien sûr. Et pour revenir au piano, c'est Cristofori qui a inventé le piano en 1720. Cristofori est évidemment, comme son nom l'indique, un Italien. Et donc, ça faisait quelques décennies quand est Mozart que l'instrument était répandu, mais il n'était pas autant que ça. Ça ne l'a pas empêché quand même de composer les plus beaux concertos de piano du monde. Alors donc, il composait, c'est écrit dans votre livre, il composait d'abord sur un clavecin et c'est qu'au dernier moment qu'il adaptait avec les autres musiciens, c'est-à-dire les autres instruments. Oui, les autres parties. Alors il faut savoir que une partition d'opéra, par exemple, il y a un nombre de portées les unes en dessous des autres absolument hallucinant. Il peut y avoir jusqu'à 30, 40, 50 instruments différents. Alors, il y a l'essentiel, c'est la ligne mélodique, c'est les harmonies, et puis ce sont les ornements ensuite. Et puis, c'est évidemment aussi la distribution par instrument. Donc, pour chaque instrument, on écrit dans des clés différentes, donc pas à la même hauteur. On tient compte de leur registre, de leur tessiture. Et Mozart avait certainement, comme tous les compositeurs de cette envergure, comme Beethoven et Schubert et les autres, avait dans la tête le résultat final. Mais la première chose qu'il composait sans nul doute, c'était la mélodie et c'est son accompagnement, c'est-à-dire les harmonies de ces différents thèmes. Et ensuite, il procédait à ce qu'on appelle l'orchestration, tout simplement, c'est-à-dire l'écriture de toutes les autres parties. Mais il le faisait à une vitesse hallucinante parce qu'il y a au musée de Mozart à Vienne, que je recommande à tous ceux qui ont la chance d'y aller, il y a un film exceptionnel qui a été fait de nos jours évidemment, mais où les musicologues ont tenté de reproduire la vitesse à laquelle Mozart devait écrire. Parce que c'est pas très compliqué, avoir écrit autant de choses en si peu de temps, on est bien obligé d'avoir une écriture très rapide. Et c'est très très spectaculaire, on a l'impression d'un film en accéléré, et en fait c'est juste la vitesse à laquelle écrivait Mozart, c'est-à-dire que vous voyez les notes comme autant de pattes de mouche qui tombent sur la feuille à toute allure, et on va à la ligne suivante et on continue. Et ça va à une vitesse folle parce qu'il avait tout dans la tête. Oui, vous dites aussi qu'à un moment, il était au clavecin en même temps qu'il était chef d'orchestre d'un morceau qui passait. Oui, bien sûr. Oui. Et comment il peut faire? Parce que s'il est en train de jouer au clavecin, il ne peut pas être... Vous savez, le rôle d'un chef d'orchestre, c'est pas forcément de remuer les bras à chaque seconde. Hein. D'accord. Donc, on peut d'une main déjà donner les indications principales à l'orchestre, surtout quand on a bien travaillé ensemble et que chacun sait ce qu'il a à faire. Alors, il est mort le 5 décembre 91, c'est ça? 1791, absolument. Et vous dites que sa flûte enchantée fut désenchantée pour longtemps. Personne ne joua pour lui son ode maçonnique. Cette déploration funèbre qui témoigne si intensément d'une violente prise de contact avec l'idée de la mort libératrice, tout en célébrant prodigieusement l'héroïsme de l'espérance. Ça veut dire que quand il est mort, il y avait quand même du monde à son enterrement. Non, du tout. On sait qu'il faisait un temps déplorable. Hein, ça, on le sait parce que c'est pas très étonnant. À Vienne, en début décembre, il fait pas beau. Hein. Et donc, les gens n'étaient pas au courant ou comment ça s'est fait? Non, mais Mozart n'était pas une star. Il faut bien comprendre ça. Il était connu dans le milieu musical. Il était connu aussi du public. Il avait quelques amis, mais alors il n'a pas été enterré sans personne, mais il y avait très peu de monde. Et il a été aussi, alors ça tout le monde sait ça, il n'a pas bénéficié d'une tombe personnelle, il a été jeté dans la fosse commune de Saint-Marc. Parce qu'il n'avait pas d'argent? Parce qu'il n'avait pas d'argent, parce qu'à l'époque aussi,
se faire enterrer tout seul, c'était vraiment le fait Ouais. d'une catégorie sociale extrêmement peu nombreuse. C'était les très riches qui faisaient ça. Ça coûtait très cher. Et puis, il y avait une troisième raison, c'est qu'à l'époque, on craignait, on a tendance à l'oublier toujours, mais on craignait énormément les épidémies, vous voyez. On ne savait pas de quoi il était mort. Donc avec les morts, quand on savait pas trop de quoi ils étaient morts et qu'ils avaient mauvaise mine, on avait tendance à leur mettre une pelletée de chaux et à les mettre dans un trou où se trouvaient déjà des cadavres qui avaient eu, qui baignaient dans la chaux pour que tout ça soit bien, comment, garanti contre les maladies. Donc on sait qu'il a été enterré dans une fosse commune. Depuis, on a mis un pseudo-monument à Vienne pour Mozart. D'autres ont dit qu'ils avaient retrouvé le crâne de Mozart. En réalité, on n'a pas vraiment de preuves que c'est bien son crâne, parce qu'on n'a pas d'éléments pour en être certain. Comment ils auraient pu retrouver un crâne alors Oui, qu'il c'est était à ça. la fosse commune Bon. Alors, il est vrai que dans les années suivantes, les fosses communes ont été déterrées, que les cimetières ont été réaménagés. Mais enfin, de là à dire que le crâne de Mozart a été récupéré parmi tant d'autres et mis à l'abri et conservé, c'est pour ma part un peu douteux. Et puis j'ai envie de dire, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, parce que les restes physiques d'une créature n'ont pas de raison d'être idolâtrés. Je Non. pense qu'il ne faut pas se Il y a fabriquer une d'idoles statue humaines. à Vienne. Il y a une très belle statue en Oui. revanche, oui, qui est dans le jardin, très beau également, qui se trouve, j'en ai fait la photo, elle est à la fin du livre. Au parc Burgarten. Burgarten, oui, qui est le parc en fait de la résidence où était par exemple la fameuse Sissi impératrice. Et c'est un monument qui a été fait il n'y a pas longtemps, hein, c'était en 1896, donc c'était il y a un peu plus de 100 ans, et 130 ans à peu près. Et donc c'est un monument qu'on doit à un certain Victor Tilgner, mais il est très beau. Et Mozart trône enfin au sommet d'une colonne de marbre qu'il a bien mérité. Oui, c'est ça, c'est du marbre, c'est du marbre blanc. Donc, les francs-maçons quand même de la loge que fréquentait Mozart se réunirent en tenue funèbre à l'occasion du décès de leur cher frère. Mais bon, ils ont fait ça entre eux sans lui. Oui, oui, Ah forcément, oui. mais je veux dire que c'est aussi une tradition chez les francs-maçons, ce qu'on appelle une tenue funèbre. Quand l'un d'entre eux, disparaît, eh bien, on fait une cérémonie de deuil. On a même le texte qui a été lu Oui. à cette époque-là. Est-ce que c'est le même? Non, c'est pas le même texte pour tout le monde. Non, pas du tout. Non, en l'occurrence, ça doit être le président de la loge de l'époque qui s'appelait un certain Hensler, qui a écrit avec tout son cœur et toute sa bonne volonté du moment un hommage à Mozart. Vous pouvez lire juste le début parce que je trouve ça très, très beau. Le grand architecte de l'univers, c'est ainsi que les francs-maçons appellent Dieu ou le Créateur. Hein. Le grand architecte de l'univers vient d'enlever à notre chaîne fraternelle l'un des maillons qui nous étaient les plus chers et les plus précieux. Qui ne le connaissait pas? Qui n'aimait pas notre si remarquable frère Mozart? Il y a peu de semaines, il se trouvait encore parmi nous, glorifiant par sa musique enchanteresse l'inauguration de ce temple. Et tout est sur la même veine, bien entendu. Et alors, puisqu'on parle de l'inauguration du temple, toujours sous la réserve de ne pas me tromper de plage, je crois que c'est la plage 8, c'est un adagio composé par Mozart pour les cérémonies en loge. Donc ça va nous donner l'idée de ce que les frères réunis dans un temple maçonnique à l'époque de Mozart pouvaient écouter comme musique entre deux mouvements, entre deux épisodes de ce qu'ils font ensemble. Voilà, ce sont des petits morceaux très courts comme ça. Alors celui-là, je l'ai raccourci quand même. Mais ce sont des petits morceaux qui sont des intermèdes finalement entre deux épisodes de la soirée, qui sont assez cérémoniels, qui sont paisibles aussi. Vous voyez, là, c'est un adagio en fa pour clarinette et basson. Et donc, voilà, on est dans une atmosphère de paix, de calme. Alors, vous avez un chapitre à la fin qui est pour ceux que ça intéresserait, le rituel de réception de Mozart, donc, mais sa visite au candidat dans le cabinet de réflexion, oui. avec toutes les questions qu'on lui a posées pour son initiation. Oui. C'est amusant, je pense que ça n'a pas trop dû changer au niveau des loges maçonniques. Hein, non, pas vraiment. Je pense aussi, étant donné que le principe est toujours le même, quand un candidat s'apprête à être initié
dans l'ordre maçonnique, eh bien, il est accueilli d'abord dans une petite pièce où on lui demande de réfléchir, etc., etc. Et cet extrait du rituel de Mozart nous renseigne un peu sur ce qu'on lui demande, etc. Et c'est assez amusant parce que, évidemment, le principe général de cet interrogatoire, si j'ose dire, c'est s'assurer que le candidat mérite d'être parmi les frères et tout ça. Dans le cas de Mozart, je pense que les questions étaient un petit peu inutiles parce qu'il le méritait largement. Oui, parce qu'il a été sur 2 loges en même temps, c'est-à-dire qu'il a été compagnon et puis très vite maître. Oui, alors à l'époque, on passait les grades parce que vous savez que c'est une école philosophique qui procède par grade. On est d'abord apprenti, puis compagnon, puis maître, et tout le monde sait ça. Et à l'époque de Mozart, ce qui est assez spectaculaire, c'est que ça peut se faire, enfin, cette évolution en degrés peut se faire en quelques semaines, très rapidement. Mais Mozart était déjà maître bien avant de fréquenter les loges maçonniques. Qu'est-ce que vous pourriez dire? D'abord, j'aimerais qu'on termine avec un morceau un peu plus long. Quel est le morceau de Mozart, en me donnant un Köchel, si vous le savez, qu'on pourrait mettre pour la fin de l'émission, c'est-à-dire changer mon indicatif de fin pour terminer cette émission? Alors, de toute façon, quelque chose de splendide, mais peut-être un morceau un peu plus connu que ce qu'on a écouté et qui va nous réconcilier. La symphonie 40, par exemple, ou si vous voulez, la symphonie K466. Non, c'est un concerto, mais vous le trouverez plus facilement. 466. K466, oui. C'est un concerto en ré mineur, ce qui me donne l'occasion d'ailleurs d'expliquer que concerto, ça veut dire cum certare, c'est-à-dire jouer ensemble. Un instrument soliste est en compétition en quelque sorte avec le reste de l'orchestre. Et là, en l'occurrence, c'est du piano, bien entendu. C'est un piano qui est la vedette du morceau. Qu'est-ce que vous pourriez dire maintenant pour terminer l'émission en ce qui vous concerne? Eh bien, je voudrais dire que ce petit livre, si vous voulez bien vous y intéresser, ça vous permettra bien entendu de revisiter Mozart sous des angles mal connus, peu connus, sous un angle général surtout, qui sera, je crois en tout cas, très intéressant pour les parents. Parce que Mozart est le type même d'un enfant génial, extraordinaire, comme tous les parents rêveraient d'en avoir, un génie. Et le génie, ça n'est pas un coup de baguette magique qui serait donné par un dieu sur la tête de quelqu'un qui aurait cette chance. Le génie, ça se travaille. Et c'est le résultat de 3 clés que l'on peut donner aux enfants si on les aime. S'intéresser à leur passion, les encourager dans leur passion, ne pas les juger, ne pas leur interdire de pratiquer une discipline qui les tente, et puis surtout, exiger d'eux, parce que les enfants, figurez-vous, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne sont pas du tout clients pour la fainéantise, ils ont envie qu'on leur donne quelque chose de beau à faire. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Mozart et les 3 clés du temple, aux éditions Trajectoire. Vous vous appelez Hubert Thébault. Et je vous remercie de m'avoir reçu. Et moi aussi, je vous remercie d'être venu. C'était un grand plaisir.